Aujourd'hui, à Tribune locale, on s'entretient avec la présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais, Mme Lynne Plante. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou, bienvenue à cette nouvelle émission de Tribune locale. Madame Plante, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir en studio. Moi de même, merci. Votre syndicat est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC. Premièrement, Madame Plante, expliquez-nous le mandat premier de la FIC. Le mandat premier de la FIC, c'est de défendre les droits et intérêts de chaque membre qui font partie de la FIC et des conditions de travail. Ce qu'on vit au Québec depuis les dernières semaines, c'est une vague de dénonciations un peu partout. Ça a commencé avec un cri du cœur d'une jeune infirmière de Sherbrooke, Émilie Ricard, dont on a entendu beaucoup parler. Pourquoi, selon vous, ça a lieu maintenant, cette vague de dénonciations-là? Cette vague de dénonciations-là a lieu maintenant parce que ça fait quand même plusieurs années que le système de santé perd des plumes. Mais maintenant, c'est parce que là, tout le monde est rendu à bout de souffle, à bout de nerfs. On a notre quota. Il y a des choses qui ont été promises lors de la dernière négociation de la Convention nationale. Le ratio professionnel en soins. Partout à travers le Québec, personne n'y échappe. Il y a du temps supplémentaire, du non-remplacement, du temps supplémentaire obligatoire. Et c'est pour ça que là, il y a une vague de dénonciation qui est plus prononcée que peut-être antérieurement. Mais après plusieurs années, c'est que tu deviens essoufflé. Il y a un essoufflement complet des professionnels en soins. Le livre noir des urgences de l'Outaouais, c'est un document d'environ 50 pages qui a été remis aux dirigeants du CISO dernièrement. Qu'est-ce qu'on retrouve concrètement, Mme Plante, dans ce livre-là? On retrouve des témoignages d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, de préposés, de commis. Dans ces témoignages-là, c'est toute la souffrance qu'on vit à tous les jours, tous les quarts de travail, jour, soir, nuit. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est ce qu'on vit présentement, qui est, comme je disais tantôt, le non-remplacement, le temps supplémentaire obligatoire, travailler avec moins. C'est ce qu'on retrouve dans ces témoignages-là, qui est des témoignages du personnel qui travaille dans la santé. Quelle a été votre réaction première là, lorsque vous avez pris connaissance de ce livre-là? C'est sûr que ce qui est dit là-dedans, je crois, et je suis sûre que tout ce qui est écrit là-dedans est véridique. C'est vécu aux urgences, mais on a quand même des alertes qui nous arrivent au syndicat de d'autres centres d'activité parce que vous savez, le CIS de l'Outaouais n'est pas composé seulement que de l'urgence de Hall et de Gatineau. C'est ce qui se vit à la grandeur du CIS de l'Outaouais, autant sur les unités, dans nos CHSLD, dans nos CLSC, sous différentes formes. C'est pas tous la même forme que ça arrive, mais si vous regardez une fille en CLSC, ce qu'on appelle des caseloads, je sais que c'est un anglicisme, mais si tu as 80 personnes dans ton caseload, bien, il y a l'épuisement aussi. En CHSLD, il y a du non-remplacement. Est-ce que c'est normal que pour 250 patients, tu aies 2 infirmières la nuit avec 3 infirmières auxiliaires? C'est tout la charge qui est rendue trop élevée avec le manque de personnel. C'est à l'urgence, ils ont déposé le livre noir, mais c'est ce qui se vit partout sur l'ensemble de l'Outaouais. Est-ce que ça faisait longtemps que ça se planifiait, l'élaboration, l'écriture de ce livre-là, où on a attendu cette vague de dénonciation, la vague de dénonciation, et après ça, on s'est dit, OK, c'est le moment de remettre le livre au CISO? Je ne peux pas répondre à cette question parce que le dépôt du livre noir, le syndicat l'a appris en même temps. En même temps. En même temps, oui. Votre syndicat représente les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes de la région. Est-ce que ces 3 types de professions vivent la même situation? Oui. C'est les 3 types de professions qui vivent les mêmes situations, là, manque de personnel, temps supplémentaire obligatoire, comme je disais, à différents niveaux. Les inhalothérapeutes qui ont moins de temps supplémentaire obligatoire, mais ça arrive aux autres aussi qui sont en manque de personnel et ils ont une surcharge de patients aussi.
est plus élevé. Je vous lis une partie de témoignage qu'on retrouve dans le livre noir. Après 13 années de métier, je dois maintenant prendre des antidépresseurs car je suis au bout du rouleau. Si je comprends bien, Madame Plante, ce sont des gens malades qui traitent nos gens malades? Exactement. C'est ce que pour pouvoir donner des soins de qualité, des soins sécuritaires, il faut que nos professionnels en soins soient en santé, mais avec tout ce qui se passe présentement et depuis quelques années, disons, on va dire quelques années, parce qu'en Outaouais, vous savez, en Outaouais, ça fait longtemps qu'on a une pénurie de professionnels en soins qui dure depuis au-dessus de 10 ans. Mais c'est parce que là, on est comme la personne dit, on est arrivé au bout du rouleau. Effectivement, puis à force de faire du temps supplémentaire obligatoire, bien, il y a un danger. Le risque d'erreur est plus élevé. Nous, on a la conviction que on a les soins, quand ça fait comme 14 heures que tu es là, bien, peut-être que ton temps de réaction il est moins rapide. Tout ça, puis c'est que nous, on a étudié pour donner des soins de qualité, des soins sécuritaires. Puis tout ce qu'on demande, là, c'est d'avoir un ratio professionnel-patient qui soit juste et équitable parce que la population de l'Outaouais est en droit de recevoir les soins qui sont requis. Quand le livre noir a été publié, quelle a été la réaction du CISO? Bien, vous l'avez sûrement vu comme tout le monde qui prenait ça en considération. Ça a été médiatisé, qui prenait ça en considération, qu'il n'y a personne qui aurait de représailles, il n'y aurait pas personne qui aurait de lettres, d'avis de suspension, congédiement, là. En tout cas, tout ce qui peut être... personne n'aurait de réprimande face à ça, non, effectivement, mais il faut aller au-delà de leur réaction. Puis qu'est-ce que vous pensez maintenant de la réaction de nos élus, M. Barrette, M. Couillard? Est-ce qu'ils ont réagi correctement? Il y a plusieurs extraits d'entrevues qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. M. Couillard a dit que c'était une profession qu'il fallait s'attendre à être sur... il y a toujours un certain nombre de stress, je suis d'accord, parce que quand on est avec un patient, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais avoir un surplus de stress parce que tu ne sais pas si tu vas rentrer chez vous ce soir, là, parce que tu finis à 4 heures, puis là, non, on te fait faire du temps supplémentaire obligatoire, là, les enfants qui vont aller chercher à la garderie, etc. C'est tout plein de facteurs qui en mettent encore par-dessus tout ce que moi, je pense qu'il faut donner aux patients. Ça revient toujours à ça. Et M. Barrette et Couillard, oui, sont à notre écoute. Puis M. Barrette a fait aussi, a dit que ils avaient été donnés à Mme Nancy Bédard, qui est maintenant la présidente de la FIC. Il y a 2 ans, en 2015, il avait rencontré les infirmières. Bien, c'est sûrement pas les infirmières et les professionnels en soins de l'Outaouais pour le ratio professionnel en soins, parce que quand Mme Bédard parle de ratio professionnel en soins, ce n'est pas seulement pour les infirmières, c'est pour les 3 types d'emplois et perfusionnistes cliniques, mais que nous, on n'a pas ici en Outaouais, et qui disait qu'il l'avait rencontré puis qu'il avait donné ce qu'il voulait. Oui, c'est dans la Convention nationale, mais quand va-t-on l'appliquer? C'est la grande question, du moins une des grandes questions. C'est une des plus grandes questions. Vous en parliez tout à l'heure. Le temps supplémentaire, c'est notamment ce qui a fait couler beaucoup d'encre, le temps supplémentaire obligatoire particulièrement. Ça concerne qui, ça? Ça concerne qui? Bien, c'est les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes. Je vais parler pour les professionnels que nous, on défend. C'est que vu qu'on est en manque de personnel, qu'on a du non-remplacement, mais vous savez, quand on est une équipe, puis on est supposé être 9, puis que là, on est rendu 7, bien, eux autres, on gère. C'est une question, on gère avec du temps supplémentaire obligatoire. Concrètement, pas concrètement, brièvement, parce que ça doit être dur à expliquer, à quoi peut ressembler un quart de travail d'une personne qui travaille en santé en Outaouais? Bon, on a des quarts de travail de 7 heures, 7h25 ou 7h50. Bon, on arrive, peu importe le quart, jour, soir, nuit, là, ça dépend. Mais habituellement, tu arrives, tu prends ton rapport, tu vas voir tes patients, tu fais ta journée, puis à la fin de la journée, tu t'en vas chez toi.
mais maintenant, ce n'est plus ça. Souvent, ben, on t'oblige à rester en temps supplémentaire obligatoire ou à faire du temps supplémentaire volontaire, mais il y a une limite aussi à ça. C'est une journée, c'est parce que tu peux avoir 9, c'est parce que là, présentement, tu peux avoir 9, 10, 12, 14 patients à ta charge avec soit une infirmière auxiliaire. Et on sait aussi que le taux d'achalandage dans les urgences, ça peut fluctuer, mais il faut que tu aies du personnel en nombre suffisant. Parce que si le matin on arrive, puis ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le taux d'achalandage est à 100% à l'urgence, puis tu as ton équipe de base, mais qu'à 10h30, tu es rendu à 180%, mais tu as encore la même équipe de base que 100%, c'est là que l'épuisement devient. Parce que là, tu as un surplus de patients, tu n'as pas de ratio et tu n'as pas de personnel non plus pour venir t'aider, t'appuyer pour finir ta journée. Et bon, de nos jours, maintenant, en moyenne, le personnel peut se retrouver à faire combien d'heures supplémentaires obligatoires? On ne peut pas faire plus que 16 heures. 16 heures, c'est le maximum qu'on peut faire, parce que là... mais est-ce qu'on peut en faire 2, 3, 4? Tout dépendant du poste que tu as, là. Si c'est 1.4, 1.7, un temps complet, on ne le sait pas. Je vous le rappelle, on est avec Mme Lynne Plante, présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais. Mme Plante, on prend une courte pause. Restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de Mme Lynne Plante. Elle vient nous expliquer, nous parler de la situation du monde de la santé ici en Outaouais. Mme Plante, au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé des hôpitaux de Gatineau et de Hull. Je veux savoir comment ça se passe chez nous dans la Basse-Lièvre, dans la petite nation. Présentement, ce qui se passe, Papineau, de Basse-Lièvre et Petite Nation, eux aussi sont essoufflés, eux aussi ont leur quota, si on peut dire ça, parce qu'il y a du non-remplacement, il y a beaucoup de temps supplémentaire. Temps supplémentaire obligatoire, très peu, mais quand même, eux aussi, ils ont des déficits d'heures, ils n'ont pas assez de personnel, il faudrait plus de personnel. Parce que vous savez, oui, Gatineau, Hull, c'est l'urbain, et effectivement, tous les autres territoires du 6 de l'Outaouais sont plus dits ruraux. Et c'est plus difficile quand on veut recruter des personnes pour aller, exemple, justement, comme Papineau, mais le Pontiac, c'est tous les autres, les 4 autres territoires qui ne sont pas urbains ont plus de difficultés à aller faire du recrutement, à aller chercher du personnel, des professionnels en soins, malgré que Papineau, c'est quand même pas si loin de l'urbain, que c'est peut-être un petit peu moins, ont peut-être un petit peu moins de difficultés à les recruter. Mais ici aussi, ils sont en manque de personnel, ils font du temps supplémentaire, il y a du non-remplacement qui se fait aussi. Il y a combien de membres au total qui sont syndiqués en Outaouais? On est plus ou moins 2800 FIC. Quand une personne va voir son représentant syndical parce que cette personne-là est épuisée, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Bien, premièrement, on les écoute, parce que c'est important de faire de l'écoute très active pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent, parce qu'il ne faut pas oublier que tous nos 2800 membres sont les yeux et les oreilles du syndicat. Parce qu'il faut s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a des inconvénients, s'il y a une injustice,
il faut être au courant pour pouvoir bien les défendre, que nos représentants, parce que nous, notre façon de fonctionner, oui, on a un exécutif, mais on a dans chaque territoire, on a des bureaux, on a un bureau syndical pour qu'il y ait on a des représentants titres, des agents syndicaux de chaque territoire, et les membres peuvent aller les voir dans le bureau syndical et laisser des messages, parce qu'on a tous un téléphone avec un répondeur, laisser les messages, et s'ils n'ont pas le message qui est clair, que s'ils n'ont pas leur réponse, ils peuvent toujours appeler au bureau central qui est situé à Gatineau, où on répond, où l'exécutif qui est présent au bureau central va retourner l'appel. On essaie de les retourner dans les plus brefs délais. Je sais que beaucoup de membres disent « mais que vous n'êtes pas là », mais si on est toujours assis au bureau syndical, on ne pourra pas apporter les problématiques avec les relations de travail qui est l'employeur. Selon un sondage CROP Radio-Canada, 70% des Gatinois trouvent que la réforme du ministre Barrette n'a pas amélioré l'accès aux soins. Finalement, c'est quoi les points positifs de cette réforme-là qui a été implantée il y a déjà 3 ans? Les points positifs, en tout cas, moi, j'en vois pas. Je fais partie quand même de la population parce qu'oubliez pas que les professionnels en soins sont quand même sont aussi des personnes qui utilisent les services. Parce qu'on n'est pas juste des professionnels en soins, on fait partie de la population aussi. Certainement. On parlait d'ailleurs tantôt de la dame qui prend des antidépresseurs. Elle a sûrement eu à consulter. À consulter. La réforme, tout ce que ça a, en tout cas, tout ce que nous, on trouve que ça a fait, c'est juste que ça l'a divisé pour mieux régner. Le gouvernement a divisé plein de choses pour mieux régner. La réforme Barrette, tout ce qu'elle a, en tout cas, nous, notre prétention, c'est qu'elle a coupé des... C'est sûr qu'on nous dit non, il n'y a rien qui a été coupé, il n'y a aucun service. Non, une coupure franche, qu'on a coupé un service complètement, parce que nous, ce on disait, c'est que tout serait arrivé dans le rural, pas dans l'urbain, tout serait redirigé vers l'urbain, et que dans le rural, ils perdraient des services. On nous a dit non, il n'y a eu aucune coupure. Il n'y a pas eu de coupure franche, on n'a pas coupé aucun service, mais on a diminué les services. Est-ce que nos patients ici en Outaouais étaient mieux soignés avant la réforme? Non, parce que nous, on veut donner des soins de qualité, des soins sécuritaires. Il n'était pas mieux soigné, il était soigné, c'est qu'on était concentré. Le C3S de Gatineau il y avait des services dans les 5 territoires, il y avait des services. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué des services dans toute la partie, tout ce qui est rural, pour les concentrer. Mais si moi, il faut que je parte du Pontiac ou qu'il faut que je parte de Saint-André-Avelin pour avoir un service que j'avais en CLSC avant, mais là, il faut que j'arrive à Gatineau, bien, ils ont fait quand même des coupures. On a diminué, il y a des services qui ont été diminués. Puis on ne peut plus répondre, ou même s'il est resté à Saint-André-Avelin, le service que le monde a le droit d'avoir, bien, on a diminué le personnel qu'on ne peut plus donner à la même cadence les services qu'on donnait avant. La qualité, nous, c'est notre mission première, c'est des soins de qualité, mais de côté, bien, si on a diminué le service, puis on a diminué le personnel, ou on a dit, bon, ben là, présentement, vous savez, c'est une question budgétaire aussi, là. Parce que moi, on a beau me dire que le patient est au centre de leurs préoccupations, puis ça, je le dis haut et fort. En tout cas, depuis toute cette réforme-là, il faut toujours avoir l'équilibre budgétaire, que je pense que c'est plus le budget qui est au cœur des préoccupations. Québec verse près de 8 millions depuis 3 ans aux médecins spécialistes chaque fois qu'ils s'occupent d'un patient en isolement. Donc ça, ce sont des la patients... prime jaquette. Exactement. Des patients atteints d'une maladie contagieuse comme la grippe ou la gastro, par exemple. Pourquoi vos syndiqués n'ont pas le droit à cette prime-là? Bien, on devrait peut-être en avoir une parce qu'on se déshabille, on s'habille 40 fois par jour à peu près, parce que si vous pensez que vous avez 6 patients qui sont en isolation, puis que je vais juste seulement, je ne sais pas moi, 5 fois dans la chambre, juste aller porter le médicament, aller porter le cabaret, parce que
à chaque fois que tu fais une intervention, tu dois t'habiller, le masque, les jaquettes, les gants, etc. Tu as lavé les mains avant, tu as lavé les mains après. Ben, mais on nous a répondu, le ministre a répondu, que nous, on avait déjà des primes. Des primes, mais qui font partie intégrante de nos postes, dans la structure de poste, que nous, on n'avait pas accès à cette prime-là parce qu'on en avait déjà. Mais que le médecin soit en CHSLD ou qu'il soit en centre hospitalier, il y a quand même sa prime. Mais si moi, je travaille aux soins intensifs, oui, j'ai une prime qu'on appelle des primes de soins critiques, mais je travaille en CHSLD, j'en ai pas de prime de soins critiques, mais il faut que je m'habille puis il faut que je me déshabille quand même quand il y a des isolations. Mais cette prime-là, ça fait quand même 3 ans qu'ils l'ont, parce que là, elle est sortie au grand jour. C'était tellement compliqué de décortiquer dans le budget, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui l'a décortiqué, le budget qui avait été alloué, mais ça fait quand même 3 ans que les médecins ont cette prime-là. Qui était cachée au grand public, mais c'est parce que là, ils ont réussi à décortiquer le budget, le montant d'argent qu'il y avait, ce qu'ils ont appelé la prime jaquette. Et le docteur Barrette a dit que c'était pas un beau nom, mais que c'était correct, parce que c'était important qu'il ait cette prime-là. Et là, ce qu'on sait depuis les derniers jours, c'est l'entente de principe de 2 milliards sur 8 ans avec ces médecins spécialistes-là concernant leur contrat de travail. Quelles sont vos réactions? Est-ce que ça arrive au bon moment, cette annonce-là? Non, ça non plus, parce que là, en plus, ils vont avoir du rattrapage quand c'est que nous, on a à peine 2 % par année. Et il n'est pas question qu'on ait un rattrapage pour les années parce qu'il y avait toute l'équité salariale, etc. Oui, on a eu l'équité salariale, mais on ne pouvait pas faire le rattrapage aller rétroactivement. C'est comme 2 poids, 2 mesures, mais... Madame Plante, oui. J'adore vos expressions faciales. Ça démontre bien oui. ce que vous pensez de la situation. Au cours des prochaines années, est-ce que vous pensez qu'on va vivre une importante baisse au niveau du personnel de la santé? Bien, moi, je crois que oui. Ça déjà, donne pas envie de travailler dans ce domaine-là quand on entend tout ce qui, avec tout ce qui se passe, c'est sûr que quelqu'un là qui regarde, puis je veux un beau cheminement de carrière, puis quelle profession je veux avoir, c'est pas le premier choix. Ça a été longtemps, les professionnels en soins, c'était les premiers choix de carrière de profession. Avec les orienteurs dans les écoles ou dans les cégeps, ça a été longtemps. Mais là, avec tout ce qu'on entend, avec la décrépitude du système de santé, bien, il n'y a pas personne, il n'y a pas grand monde, parce qu'il y en a quand même, mais c'est sûr qu'il y a un taux, le taux de demande d'inscription a beaucoup, beaucoup diminué. Et parce qu'on est peut-être très bon pour aller chercher aller au recrutement, aller chercher du personnel, mais on a de la difficulté à les retenir. Il faut trouver quand même des solutions, parce que demain, moi je regarde, là, moi je veux dire, j'en ai pas encore 30 ans à faire, là. Il m'en reste moins long à faire dans le système de santé, parce que la retraite, elle va arriver un jour, que j'en ai moins à faire. Mais je pense à ceux de demain. Puis je veux dire, c'est un système de santé qu'on a défendu, qu'on s'est battu pour avoir des conditions de travail, pour que nos membres qu'il y ait des conditions de travail décentes, des conditions de travail humaines. Mais là, présentement, c'est pas ça, puis on n'ira pas chercher personne si on regarde juste ce côté-là là, de tout ce qui se dit. Mais je ne connais pas grand monde qui vont dire « Ah, moi, je m'en vais professionnel en soins, c'est mon avenir. » S'il y a des gens qui veulent communiquer avec vous, Mme Plante, comment ça fonctionne? Ils ont juste à communiquer avec le bureau syndical, le bureau central, 819-893-7117. Mais vous pouvez aussi, dans chaque territoire, vous avez des bureaux syndicaux. Puis on a notre site Facebook aussi, qui est le syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais, où tous les données, tous les numéros de téléphone de chaque bureau syndical est inscrit. Madame Plante, vous êtes présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais. Ça a été un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Bien, merci de nous avoir laissé cette place-là. Grand plaisir. À la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune locale. Au revoir.
C'est triste. Je trouve ça triste qu'on est en voie de disparition de barbier. Je trouve ça triste qu'il n'y a pas d'étudiants qui s'en allent dans ce métier-là. Au Québec, le métier de barbier n'est plus enseigné depuis près de 20 ans. Le salon de barbier, qui autrefois avait un rôle central dans les villages, est maintenant en voie de disparition. Monsieur Lucien Desjardins est propriétaire du dernier salon de barbier dans le secteur Buckingham. J'ai travaillé à plusieurs salons, 3-4 salons. Puis à un moment donné, dans ma tête, ça tournait. Je me disais, un jour, je vais avoir mon salon. Mais je voulais avoir mon salon dans Buckingham. Fait que je laisse chez un barbier à Buckingham. Ce barbier-là, il m'a appelé. Il dit, Lucien, il dit, je prends ma retraite. Il dit, si tu vas avoir mon salon, je vais te le louer. J'ai dit à ma femme, tu vois, à mon épouse, j'ai dit, ouais, là, les cloches viennent de sonner pour moi. Je donne ma notice à Gatineau, puis je m'en viens à Buckingham. C'est là ma ville. Aujourd'hui, pour exercer le métier de coiffeuse ou coiffeur, on doit obtenir un diplôme d'études professionnelles. À l'époque, devenir barbier était un peu plus laborieux. Il fallait être à 10e, dans ce temps-là, 10e année. Puis il fallait suivre un cours de 8 à 9 mois à l'école Bondi Barber School à Ottawa. Il fallait avoir un diplôme de pratique, un diplôme d'hygiène. Après ça, il fallait que tu travailles 3 ans avec un autre barbier pour aller passer d'autres examens après 3 ans devant des professeurs. Si les études diffèrent, les qualités sociales ont toujours été les mêmes. Le moment heureux d'un salon barbier, c'est ça, c'est la communication face à des clients. Puis, mais il y a des affaires, il ne faut pas que tu parles d'un salon barbier. Religion, politique. J'adore les clients. Il y a des discussions qui partent des fois, là, puis on rit, des fois, ça n'a pas d'allure.